Alors, on va y aller. Tous ne nous ont pas rejoints. Nous avons, au moment où je vous parle, 66 participants. C'est déjà beaucoup pour nous et c'est une satisfaction. Je vous salue à tous et je vous remercie de nous avoir rejoints pour cette première d'une série de 6 webinaires consacrés à la question « Vous avez dit petit camping ». Je précise que ces courtes conférences seront gratuites d'une part et ouvertes à tous ceux et celles qui se sentent concernés par le sujet. En effet, diriger un petit camping, ça revient en quelque sorte à exercer un métier, je dirais un métier complet et aussi complexe, qui est fait de 1001 particularités. Il nous paraît intéressant, chez Welcome, de les détailler, ces particularités. Et à chaque intervention que nous allons provoquer dans ces webinaires, l'invité prendra la parole sur un aspect de la condition de l'exercice du patron de petit camping, si on peut dire. Ou du collaborateur de petit camping, car bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est avoir tous ceux qui se sentent intéressés, dirigeants ou collaborateurs. Nous allons recevoir des vieux routiers de la HPA, qui connaissent le métier de fond en comble, et aussi des patrons de petits campings qui ont des expériences intéressantes et qui les exposeront devant vous. Je vous ferai parvenir le programme dans les prochains jours, et comme ça, vous connaîtrez bien dans le détail ce que nous vous promettons pour la suite. Chaque fois, l'orateur aura entre 15 et 20 minutes pour vous présenter son sujet, et vous aurez 10 minutes pour poser des questions. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Fauroux, qui connaît parfaitement bien le métier de la HPA et qui va nous donner sa vision sur ce qu'est la gestion, sur les grandes lignes de la gestion d'un petit camping. Alors j'ai le plaisir de lui laisser la parole. Bienvenue, merci Gilles, et à vous. Merci Didier pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager dès maintenant mon écran avec vous de manière à lancer cette première série. Donc merci encore de m'avoir invité pour exprimer le sujet, de gérer un petit camping, mais quelle aventure! Et nous allons échanger, ou du moins je vais vous donner ma vision des particularités, des difficultés, des défis aussi qui nous attendent, ou du moins de tous les jours en tout cas, et avec quels outils on peut manœuvrer pour essayer d'apporter le plus de valeur à son camping. Alors, qui je suis? Gilles Fauroux, donc j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Facilite HPA. À savoir que j'ai 30 ans d'expérience dans le camping. J'ai commencé par des petites structures et j'ai grandi sur de très grosses structures, donc j'ai une vision assez large du métier. Ça va de 100 à 2000 emplacements, donc vraiment une vision macro du métier. Et depuis 4 ans maintenant, j'ai créé une société de conseil et je fais du conseil, de la formation. J'ai aussi une plateforme digitale et j'accompagne Camping Qualité ainsi que la Confédération Occitanie, la Normandie sur différentes actions. Et on peut dire à ce jour que nous avons organisé à peu près pour 1500 campings, en tout cas 1500 campings ont participé à des opérations qu'on a co-organisées et on réalise aussi des diagnostics sur les campings. Voilà, donc qui je suis. Et je voulais vous parler de peut-être vos débuts dans le métier, à savoir en quoi c'est particulier de gérer un petit camping. Parce que quand on en reprend un, si on n'a pas créé ce propre camping, c'est plutôt un bureau à ciel ouvert, en pleine nature, donc c'est plutôt très agréable. On fait ce qu'on veut, quand on veut, on a le temps, enfin je dirais presque. Vos clients sont plutôt détendus, donc c'est plutôt très sympa de gérer un petit camping. C'est pas un métier compliqué, vous diront certains. Vous avez peu de collaborateurs à gérer, c'est la belle vie pour vous et votre famille, et puis vous travaillez que 6 mois dans l'année. Alors ça, c'est plus ou moins le rêve qu'on peut s'en faire, ou du moins ce qu'on peut imaginer au tout début, mais c'est pas tout à fait ça. Finalement, c'est pas si simple et c'est pas si facile. D'ailleurs,
qui c'est qui a dit que c'était simple, hein? Qui c'est qui m'a dit aussi que ça devait rapporter gros? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Et ils ne devaient pas rentrer tout seuls, les clients aussi. Ça fait partie des réflexions que parfois on se porte quand on veut acheter un camping ou quand on le reprend. Et pourquoi aussi tout évolue aussi vite? Moi, j'ai rien demandé, hein. Moi, je voulais gérer mon petit camping dans mon coin et qu'on me laisse tranquille. Donc, je dirais que finalement, c'est pas si simple à gérer. Et en termes de compétences, hein, puisque même pour gérer un petit camping, on se rend compte que il y a du commercial, il y a de la stratégie, il y a de la finance, il y a de l'administratif, du management, de l'exploitation. Il y a vraiment tout un panel de compétences qui nous est demandé. Et le temps aussi. Hein. Quel temps? On m'avait dit que c'était facile à gérer, mais on se rend compte que le temps, il passe très vite et je cours beaucoup. Parce que 35 heures, je ne sais pas vous, mais moi, quand je gérais les campings, je les faisais parfois en 2 jours. Et pas sur la durée de la semaine. Et puis aussi de se demander, mais c'est quoi tout ce réglementaire, ces lois? Que de défis qui nous attendent, puisqu'en fait, on se rend bien compte qu'il y en a de plus en plus, et c'est très important. Alors, en termes de défis, on peut dire aussi que on est dans un métier où on nous demande d'aller toujours vers l'excellence, d'être d'excellents managers. On nous demande aussi d'être réactifs, de s'occuper en management de nouvelles générations telles que les millénials. On nous demande d'être bon en digital, de toujours regarder ce que fait la concurrence, hein, d'être rentable, de gérer des investissements avec une clientèle de plus en plus volatile. Et tout ça, ce sont des défis, bien sûr, et parce qu'au milieu de tout ça, il y a aussi la vie personnelle. Et la vie personnelle, qu'est-ce qu'elle est dans cette gestion de camping? Eh bien, tous ces défis nous font dire qu'il faut en fait prendre de la hauteur. Donc, c'est l'esprit que j'en aurais, c'est-à-dire que quand on voit le tumulte de tout ce que j'ai présenté, est-ce qu'il n'est pas pertinent de prendre un peu de hauteur, de manière à ce que on se pose peut-être les bonnes questions. Donc à court terme, voilà ce que je vous propose en tout cas comme réflexion sur ce qui doit être réalisé, une forme d'état des lieux pour peut-être voir un petit peu autrement les sujets, à savoir de faire un point déjà sur votre trésorerie. Pourquoi? Parce que avec tout ce que l'on vient de dire, eh bien, il faut partir sur un point clé, c'est aujourd'hui quelles finances j'ai dans mes mains, surtout dans une situation de pandémie comme on l'a vu aujourd'hui. Quelle est ma trésorerie à 12 mois? Ça serait plutôt important de le réfléchir. Ma situation commerciale. En effet, hein, comment sont passées les réservations? J'ai de l'avance, j'ai du retard. Quelle est la situation par rapport aux 2 dernières années? Mais aussi le ressenti de mes clients et de mes collaborateurs. Pourquoi? Parce que on a bien vu avec cette année, cette saison très particulière, qu'il y a une forte évolution dans le principe des clientèles, une forte évolution dans les mentalités. Et il peut y avoir des changements, des évolutions, il faut en tenir compte. Et même vos collaborateurs ont peut-être une vision différente. Les collaborateurs saisonniers ou permanents, selon la taille de votre établissement, eh bien, il peut être très important d'avoir ce ressenti à travers différents outils que l'on verra. Les priorités d'investissement, pour faire le point à l'état actuel des choses, il est important de se poser, être capable d'analyser la situation et de votre capacité à les financer, ces investissements. Et ça passe aussi par l'optimisation de votre compte de résultats, parce que le but de tout ça, l'objectif en se posant, c'est d'évaluer vos forces, vos faiblesses, les opportunités, les menaces, pour se rendre compte où ça pêche, où le bas blesse, en charge, en produit, en manque de trésorerie, en montée en charge, en vétusté, en ressenti sur le camping. Je pense que c'est tout un ensemble de choses, d'éléments clés et qui vous amènent tout simplement à la notion de stratégie. Dans le raisonnement, vous devez normalement vous poser, et quand je vous dis ça, c'est parce que en accompagnant les campings, entre autres, nous en suivons 70 en Normandie, on se rend compte que le sujet de la stratégie est un point clé. Se poser les bonnes questions, c'est quelle est ma stratégie? Quel est mon projet à court et moyen terme?
quel est mon but, mes objectifs, et comment les atteindre, ces objectifs. Et ça, on le fait à partir du moment où on a fait cet état des lieux que je vous citais précédemment, mais c'est hyper important de se poser là-dessus, parce qu'on rencontre trop souvent de campings qui ne sont pas posés toutes ces questions. On peut parler aussi de la notion de succession, de revente, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de mon projet et vers où je veux aller. Donc, très important, état des lieux, stratégie. Je vous disais, et je vais le dérouler ainsi, la notion de trésorerie, quand je vous disais que c'était le nerf de la guerre, nous travaillons régulièrement avec le cabinet BDO, avec Olivier Gautron, et on exprime beaucoup à tout le métier que la trésorerie à 12 mois, dans ces années un peu compliquées, c'est très important. Donc, il faut avoir un regard sur des prévisions de trésorerie, 6-12 mois. Être prudent sur le démarrage des réservations, c'est le premier point, et des encaissements d'acompte, parce que on sait qu'avec cette situation actuelle, on n'est pas certain d'avoir le volume d'entrée habituel, plus le fait qu'il faut tenir compte des avoirs qui sont à faire, qui ont été faits en 2020 et que vous n'aurez pas en trésorerie sur 2021. Ensuite, deuxième point clé, il faut déterminer son besoin en fonds de roulement. Alors derrière ces mots, si on n'est pas très habitué à ce vocabulaire très comptable, je dirais qu'il faut surtout évaluer quelles sont vos charges à couvrir sur l'année pour déterminer le montant minimum de trésorerie qu'il vous faut pour les couvrir. Et pour mesurer encore et en mesure de prudence, toujours prévoir une baisse des acomptes sur ce premier trimestre. Donc, je pense qu'il est primordial de déterminer ce besoin en fonds de roulement après avoir fait ce point de trésorerie. Et dernier point qui n'est pas anodin, c'est jouer la transparence avec vos partenaires bancaires. Parce que sur la base de ces éléments, vous allez pouvoir voir si vous êtes en difficulté ou pas. Et ça va vous permettre d'échanger aussi avec votre banquier sur, voilà, si ça devait s'empirer ou s'aggraver parce que la saison 2021 serait compliquée, ce que je ne pense pas, hein, puisqu'on est bien d'accord que nous avons une attente forte sur ce vaccin ou un déroulé plus positif des choses. Hein. Encore une fois, il ne faut pas noircir le tableau. Mais en tout cas, jouer la transparence avec vos partenaires vous permettra d'être beaucoup plus agile s'il y avait une problématique. Et quand je vous dis ça, vous pouvez faire ce tableau vous-même ou par votre banquier ou votre expert comptable de manière à avoir cette vision très importante pour passer 2021. Deuxième sujet, la situation commerciale dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, c'est d'arriver à segmenter votre situation commerciale sur l'année précédente, bien sûr, parce que l'année 2020 était peut-être un petit peu atypique pour certains. Hein. Nicolas Daillot, notre président, a exprimé le fait qu'on était en moyenne à moins 20%, mais on a des écarts pour certains qui vont de moins 40 à plus 10, hein, puisque certains sont sortis et grandis de la situation Covid. En tout cas, donc, le vérifier dans les différents segments par type d'emplacement, de locatif, voir le chiffre d'affaires et le nombre de réservations et de pouvoir le comparer est très important. La notion de montée en charge, en fait, la capacité que vous pouvez avoir aussi de voir l'avance ou le retard que vous avez sur vos réservations tout au long de l'année, à quel moment vos clients réservent, pour quelle période et quel produit. Et selon si les réservations sont bouclées trop tôt ou tard, ou si elles ne se bouclent pas, cette montée en charge va vous permettre d'agir sur votre tarification. On parle de revenu management. Et dernier point clé aussi, bien sûr, c'est de comparer d'une année sur l'autre le revenu par emplacement ou locatif, parce qu'en fait, c'est un point clé, il doit progresser ou au minimum se maintenir. Sinon, il faut revoir sa stratégie commerciale quand on le regarde au niveau de la montée en charge des différents segments. Ensuite, il y a ce que je vous disais, le ressenti de vos clients et de vos collaborateurs. À travers vos enquêtes de satisfaction, avoir la capacité à vérifier les points forts et les points faibles de votre relation avec vos clients et vos collaborateurs. Donc,
pour faire évoluer, pour plaire plus à vos clients ou à de futurs prospects, mais aussi pour aussi attirer vos collaborateurs. Quand je vous parlais vous devez en permanence réfléchir aux millénials et à la manière dont vous allez faire travailler ces jeunes générations qui ont besoin de ressentir qui vous êtes et votre ADN pour participer au mieux. Bien, voilà, vous aurez à travers leur ressenti en tout cas des pistes d'évolution. Ensuite, vos priorités d'investissement, parce que bien sûr, si vous avez un bloc sanitaire qui vieillit mal, un parc locatif a changé, s'il vous faut une piscine couverte, eh ben, il va falloir le valider, le vérifier en fonction de tous ces éléments précédents, parce qu'il faut investir. Alors quand je dis ça, c'est pas un gros mot, c'est juste qu'aujourd'hui, beaucoup de campings, ceux qui investissent en tout cas, développent leur activité. Mais encore faut-il faire un mix entre des investissements pour maintenir son outil de travail en bon état, mais aussi des investissements qui font progresser le chiffre d'affaires. C'est primordial d'être dans ce chemin vertueux, c'est-à-dire que les investissements, c'est pas que d'un côté ou de l'autre, il faut mixer pour que vous ayez un outil de travail que vous pouvez transmettre d'une manière ou d'une autre dans de bonnes conditions. Il faut qu'il soit en bon état et il faut investir de manière à aussi développer ce chiffre d'affaires. Voilà, point clé à mes yeux sur les priorités d'investissement et bien sûr votre capacité à les financer. À savoir, capacité à financer, il faut analyser votre bilan, votre compte de résultat, les échéances d'amortissement, comment se passe-t-elle, quelle vision vous en avez à 5 ans. L'idée, c'est je réfléchis et j'accorde mes finances à ma vision stratégique, parce qu'il faut que les deux soient liés, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire que votre vision doit s'adapter à votre capacité à financer vos investissements. Et il ne faut pas oublier le chemin des aides, puisque vous pouvez solliciter selon vos régions différentes aides et mettre en place peut-être des dispositifs particuliers que vous pourriez utiliser. Donc, point clé aussi dans notre démarche. Alors, avec quoi on fait tout ça? Là, je vous donne quelques exemples. Alors, je ne suis pas certain que ce soit à la bonne taille et que vous ayez une vision très claire. Globalement, faire des tableaux, si vous ne savez pas les faire, encore une fois, allez voir votre banquier, votre expert comptable. Ils ont des outils et doivent pouvoir vous mettre en œuvre, en tout cas, ce chemin. Et ceux qui savent le faire, utilisez les technologies que vous voulez, mais avoir une vision prospective à plusieurs années est primordial pour progresser, en tout cas pour faire évoluer votre établissement. Donc, le but est de pouvoir calculer votre capacité à financer dans le temps, soit en capacité d'autofinancement et à travers, entre autres, votre trésorerie ou en fonction d'emprunts que vous porteriez. Eh bien, c'est de pouvoir vous développer, déployer, vous donner les moyens d'avancer. Donc là, c'est l'esprit plus c'était sur les investissements, par exemple, mais vous avez un deuxième outil qui, alors celui-là, est peut-être un peu plus costaud à regarder, et j'en suis désolé, c'est très complexe sur une visio de vous montrer un tableau sain, mais il est très important de faire le point sur son compte de résultat, de voir ses charges, de voir ce qui peut ressortir entre les produits et les charges, de manière à pouvoir agir dessus et vous projeter encore une fois dans le temps, de manière à vous donner encore une fois de la réflexion. Donc, voilà ce que je vois et vous me direz si je suis toujours dans le timing parce que nous avons 30 minutes, il faut être précis. Donc j'allais directement à vous de laisser la parole. Je remonterai juste sur un slide avant de vous laisser échanger ou exprimer. Je pense que le slide le plus important et la vision globale que j'ai, si je devais terminer cette présentation, c'est vraiment de travailler sur ces points, de manière à ce que vous ayez vraiment un état des lieux qui vous permette de vous projeter. Voilà, pour ma part, je suis donc au bout de ma présentation et je vais enlever peut-être le partage de mon écran et nous allons pouvoir échanger s'il y a des questionnements particuliers. Je vous en prie, n'hésitez pas et nous aurons plaisir à y répondre. Et si nous n'arrivions pas à répondre à l'instant T, de vous retransmettre ces éléments à partir du moment où vous avez laissé vos coordonnées. Ce qu'on ne sait pas faire sur l'instant, on peut le faire ultérieurement. Voilà, merci.
et j'arrête le partage, si vous permettez, Didier. Merci beaucoup Gilles de cet exposé qui personnellement m'intéresse parce que à la fois je découvre des choses simples de la gestion de tous les jours, mais aussi des points qui m'ont intéressé. J'en profite pour prendre un peu la parole pendant que Nicolas sera attentif aux questions que les auditeurs pourront nous poser. Ce que j'ai entendu et qui m'a intéressé, c'est que c'est bien sûr au-delà de la pratique de la gestion que vous avez mis en évidence, c'est que vous dites, et vraiment ça c'est saisissant parce que c'est la grande question de cette année, vous dites les campings qui avancent, les campings qui progressent sont ceux qui investissent. Ma foi, à la fois c'est vertigineux parce qu'on sait bien qu'on est tous cette année en train de lorgner de près sur notre trésorerie et se demander si on va pas avoir encore à souffrir en début de saison. Mais en même temps, n'oublions pas que les campings qui réussissent sont ceux qui trouvent les ressources pour encore mettre dans leur camping un petit peu d'investissement pour faire pour gagner en attractivité, pour augmenter leur chiffre d'affaires et augmenter leur ratio. Bon, merci de cette observation. Est-ce que je me tourne vers Nicolas? Est-ce qu'on a des choses? Juste pour compléter, Didier, je rajouterai que nous avons une année qui est particulièrement... on a une opportunité forte cette année parce que tous les dispositifs d'aide qui ont été mis en place par l'État, les régions, les PGE saison, la BPI selon un certain niveau, mais en tout cas tous ces dispositifs, ben, ceux qui les ont faits, j'insiste, et j'incite tout le monde à prendre en main ces PGE et ces PGE saison, en tout cas tant que vous le pouvez, hein. Certains lancent des dispositifs, d'autres non, mais parce qu'en fait ils vous donnent une ligne de trésorerie qui va vous permettre de, si vous avez fait votre état des lieux sur l'année de votre trésorerie, ben, d'investir, c'est-à-dire qu'on a une opportunité incroyable cette année pour ceux qui d'habitude ont du mal à trouver des financements, et ben c'est le moment d'investir et d'investir pour développer du chiffre d'affaires. Voilà, je voulais juste dire ce petit mot. Ouais. On a quelques questions. D'abord, Delphine aimerait que tu lui envoies des outils par email. Visiblement, vous connaissez déjà. Patrick demande, alors est-ce qu'il y a un point de non-retour en termes de nombre d'emplacements pour un équilibre économique au regard des besoins en investissement pour faire face aux charges? Alors là, cas particulier sur cas particulier, c'est-à-dire que je connais un camping 60 emplacements qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires. Sa vision, elle est totalement différente d'un camping qui va en faire que 100 000. Donc, je pense que il n'y a pas de problématique sur la taille le nombre d'emplacements sur un camping à partir du moment où on trouve l'équilibre économique avec un volume peut-être de locatif, parce que ce qui est plus compliqué selon sa position, alors sauf si vous avez les pieds dans l'eau et que vous êtes avec 60 emplacements face à la mer, vous allez avoir un taux d'occupation qui va être satisfaisant avec un chiffre d'affaires satisfaisant et un modèle simple en termes de gestion et de pilotage, mais je pense qu'il n'y a pas un seuil plus qu'un autre. Il y a à trouver sa voie entre vos attentes et vos besoins financiers pour vivre, tout simplement, et faire vivre votre structure. Et donc, il faut y mettre en face le chiffre d'affaires potentiel à travers un parc locatif, à travers en faisant des choix de développement de chiffre d'affaires qui vous rapportent. Certains, c'est les commerces, d'autres, c'est le locatif. On peut trouver des équilibres dans tout, à mes yeux. Alors, ouais, enfin, moi qui voyage beaucoup sur les campings, j'observe que c'est souvent un tiers, c'est-à-dire un tiers résident, un tiers locatif et un tiers emplacement nu. Alors, on a une autre question de Nathalie. Pourriez-vous être plus précis sur objectif but, car nous imaginons que cela ne peut pas se résumer à être rentable. Alors, objectif et but. Alors, je ne suis pas certain de comprendre bien la question, mais ce que j'entends là, les objectifs, les buts, vous pouvez avoir
l'objectif que vous souhaitez. L'idée, c'est de vérifier, c'est-à-dire on part de cet objectif et on dit, OK, pour le réaliser, eh ben, j'ai besoin de créer un modèle économique et on le gère en rétro-planning, on va dire, en rétro-actif en termes financiers. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de faire tant de résultats, à la fin, c'est comment je reproduis en charge et en produit ce résultat. C'est-à-dire que vos charges fixes, vous les connaissez. Donc l'idée, c'est de dire, OK, je fais une hypothèse de chiffre d'affaires pour répondre à ce résultat. Eh bien, est-ce que je suis capable de générer ce chiffre d'affaires? Et en fait, vous ajustez le tir en permanence. Enfin, sur des hypothèses, vous pouvez en faire 2 ou 3, et ça va vous permettre de caler vos objectifs et aussi de revoir votre vision et de vous dire, je suis réaliste ou je le suis pas, ou je sais pas faire. Si je sais pas faire, de qui je m'entoure, de quelle spécialité je dois m'entourer. Si vous ne maîtrisez pas le commercial et le marketing, faites-vous aider par des petits prestataires. Il y en a en auto-entrepreneur. Vous avez un écosystème de spécialistes autour de vous. Alors ça a un coût. Oui, mais c'est ce coût qui va vous permettre, en investissant dessus, de générer le chiffre d'affaires qui va vous permettre de réaliser vos objectifs. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais j'irai dans ça. Alors, Gilles, je peux tenter d'apporter un complément à la réponse de Gilles, qui est que effectivement, Nathalie, l'objectif d'une entreprise ne peut pas se résumer à être rentable. En revanche, la rentabilité est, sur le moyen terme en tout cas, tout comme pour vivre, il faut pouvoir respirer et donc avoir de l'air. La rentabilité, c'est l'oxygène, c'est le carburant de l'atteinte de ses objectifs personnels. Et donc, quand on parle de gestion, évidemment, on parle de la partie qui concerne le système respiratoire. Ensuite, chacun est libre de ses buts perso. Et pour ça, en tout cas, on a une conviction, c'est qu'on est obligé de passer par un équilibre économique. Et on peut être très heureux avec 60 000 euros de chiffre d'affaires, 100 000 euros de chiffre d'affaires, ou on peut être très heureux sans aller trop loin, sans en faire un modèle rentable. Alors, je comprends mieux la question dans cette espèce. On ne choisit pas un petit camping pour gagner 200 000 euros de résultats à la fin de l'année. On a tous conscience. On prend un petit camping parce qu'on a envie, ça répond à une vraie motivation personnelle d'entreprendre à taille humaine. Donc, je l'entends très, très bien. Je comprends un petit peu mieux maintenant ce message. Voilà. Gilles, j'ai 2 questions. Alors là, on a quelques minutes, très courtes. Donc, première question, j'ai Patrice qui est en délégation de service public et dont le bail arrive à terme en 2024. Comment peut-il investir? Alors, première chose, à terme, comment peut-il investir? Déjà, il faut qu'il puisse se projeter un projet et qu'il puisse le présenter à la mairie pour aller rechercher un bail plus long. Il est clair que quand on a un bail à terme à 2024, il va plutôt falloir essayer de gagner de l'argent et d'avoir un niveau de rentabilité qui va lui permettre, s'il ne pouvait pas ou s'il ne voulait pas relancer sa DSP, de créer une somme d'argent qui va lui permettre d'investir et de se développer ailleurs. Donc, soit on part du principe que on va avoir une continuité de DSP, mais encore faut-il avoir un projet derrière qui motiverait la collectivité à s'engager plus loin avec vous. Soit on se dit, jusqu'en 2024, je vais faire en sorte de créer une enveloppe financière pour que quand je parte, si je ne devais pas être reconduit, je dois gagner le plus d'argent possible. Donc il faut investir, rester au niveau du marché, c'est-à-dire essayer d'être attractif en termes de marketing et commercial pour maintenir le cap jusqu'en 2024, mais vous devez limiter quand même le niveau d'investissement, sauf si vous avez des biens de retour. Alors dans les contrats de DSP, je finirai par ce petit mot-là parce que chaque cas est particulier, mais dans le cadre d'une DSP, vous avez aussi la possibilité d'investir et que les biens, en accord avec la collectivité, et que les biens, si vous sortez en 2024, soient pris en charge en termes d'amortissement par la collectivité pour le bailleur suivant. Donc voilà, je fais court, mais on pourrait en parler pendant 30 minutes ou 1 heure. On a une inquiétude d'Élise concernant les campings à emplacement nu tous nos campings ont perdu énormément de chiffre d'affaires cette saison. Est-ce que les campings à emplacement nu ont de l'avenir? Alors, il est clair que le développement du parc locatif, des mobil-homes, des chalets, des insolites, permettent de générer un revenu par emplacement bien supérieur, x3, x4, x5. Donc, il y a un intérêt à développer sur son établissement. Surtout un petit établissement, on peut créer quelque chose de très spécifique, de très cosy, de charmant, qui fait que on va
attirer plus de monde. On a une clientèle qui est de plus en plus intéressée par l'expérientiel et qui donc va être portée par ça. Pour dire pour autant que je connais des campings qui veulent rester en emplacement nu, c'est parce qu'ils ont trouvé que dans leur modèle à eux, dans leur vision, dans leurs valeurs, ça leur allait très bien, mais ils sont plus fluctuants en termes de chiffre d'affaires, surtout sur des années Covid où on a vu que le passage est devenu très complexe et on n'a pas de réseau de commercialisation très fort. Ok, je n'ai pas d'autres questions. Je lis les chats et non seulement je comprends et j'approuve l'observation qui dit que quand on a un petit nombre d'emplacements des résidentiels, c'est pas forcément important. Oui, et c'est aussi un choix de stratégie, quoi. Les résidentiels cette année ont prouvé qu'ils avaient de l'intérêt dans la mesure où ils ont permis de mieux résister au Covid. Mais évidemment, quand on a 20 emplacements et qu'on consacre un tiers à des résidentiels, on se prive alors donc, gérer, c'est choisir. C'est forcément dire non à des solutions et dire oui à d'autres. Si vous vouliez bien, on pourrait finir avec cette constatation qui est un peu une évidence. Et je voudrais juste prendre 30 secondes pour remercier du fond du cœur Gilles de nous avoir donné évidemment des choses qui sont insuffisantes pour tout comprendre, qui seront complétées par vos envois, mais de toute façon, on y passerait des jours si on voulait parler de gestion. Ce qui nous intéressait, c'était et on continuera de faire comme ça, de donner une touche de sensibilisation, de couleur et puis en même temps une interpellation sur un sujet qui est au cœur de notre préoccupation, d'autant plus cette année. Encore une fois, merci Gilles. Merci à vous tous participants parce que vous n'avez pas la parole, vous avez l'écrit et ça nous fait chaud au cœur de vous voir là et de voir que cette famille des petits campings est une famille de gens qui se mobilisent. On vous envoie le programme pour les suivantes et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à continuer à utiliser le chat. Guillaume, il sera exploitable encore? Guillaume, visiblement, ne m'entend pas. Oui, il reste ouvert le chat. Ah, voilà. Et donc, vous pouvez échanger. Merci à tous. Le prochain, c'est dans une semaine, pile poil, même heure et même durée. À bientôt. Merci à tous.